Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Une fouille des prisonniers au centre pénitentiaire de Melrose donne lieu à des critiques. La famille des détenus porte plainte. La commission des droits humains enquête. L'administration des prisons informe que des objets interdits ont été saisis lors de cette opération menée, dit-elle, selon les pratiques établies. Une délégation de l'ESAMLAG en mission dans le pays en vue de la prochaine évaluation de notre centre financier prévue en 2027. Objectif, éviter la liste de surveillance du GAFI. Les appels commerciaux non sollicités bientôt interdits vers les particuliers en France. Face à cela, nous irons voir comment les centres d'appel basés à Maurice réajustent leur stratégie. Longtemps un fleuron de nos exportations, l'Orthurium mauricien tente de préserver sa place face à la concurrence européenne. Quelques producteurs tiennent bon et explorent de nouveaux marchés. Quand l'art rencontre la science, Turvin Billard initie des enfants à l'art microscopique pour éveiller leur conscience à la protection du monde marin. Et puis sous les glaces profondes de l'Antarctique, la plus vieille carotte de glace jamais extraite aux mains des scientifiques pour mieux comprendre les bouleversements climatiques. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Je vous le disais au sommaire, la Commission des droits humains a ouvert une enquête sur les allégations de brutalité émanant d'un groupe de détenus à la prison de Melrose. Leurs proches demandent à la police d'enquêter. Les faits remontent à jeudi dernier. Les prisonniers ont été fouillés dans le cadre d'un exercice de contrôle. Certains ont été surpris avec des objets interdits en milieu carcéral. Ces fouilles qui, dans certains cas, peuvent aussi concerner les surveillants sont nécessaires pour la sécurité en milieu carcéral, affirme le commissaire des prisons. On fait le point avec Yassine Denmahmoud. Les familles de 2 détenus de la prison de Melrose ont porté plainte au poste de police de Montagne-Blanche. Elles soutiennent que leurs proches ont été brutalisés lors d'une fouille effectuée jeudi dernier. L'opération a bien eu lieu. Environ 125 prisonniers dans un bloc. Je connais ce bloc pour fouiller. Je décide pour faire une opposition. À l'intérieur, finalement, une partie de prisonniers qui coopéraient, mais les autres, je empêche là, sortir. C'est dans sa procédure-là qui est la guerre entre eux, je blessé. Les là, personnel, prison, PSS, CIOT, rentre à l'intérieur pour restaurer l'ordre et nous faire la fouille, nous gagnons exhibit, portable, armes qui sont fabriquées. Cette fouille s'inscrit dans une série d'opérations destinées à assainir l'environnement carcéral. Car derrière les barreaux, certains objets anodins deviennent des armes. Dans un tank toilette, ça flottait là, il y a un tube en cuivre qui est attaché. Je démonte ce tube là, je prends ça, je fitle avec papier, grosse ici là-bas, je te mets une espèce de lamance et clé. Ça, dans la prison, on apprend qu'ils appellent ça pic démon. Le commissaire affirme que même les gardiens ne sont pas épargnés par ces opérations. On gagne un prison officer avec 47 poulias gandja, plusieurs SIM cards neufs et également une carte grattée capable recharge portable. Et on fait avec lui et on suspend lui. Mêmes affaires dans Melrose, on gagne un garde prison qui finit prendre des portables dans ce boxeur, il peut rentrer, nous arrête lui et nous suspend le provisional charge et bail devant la cour. Les détenus blessés lors de l'altercation ont reçu les premiers soins sur place. Les proches espèrent que l'enquête sera bouclée au plus vite. Mes clients ont été informés que leurs proches auraient été victimes d'actes de brutalité. Les informations reçues semblent crédibles. Une enquête de police est en cours afin d'établir s'il y a eu des actes illégaux. Les familles demeurent sans nouvelles de leurs proches et n'ont pas encore pu entrer en contact avec eux. La Commission des droits de l'homme a aussi été sollicitée. Une équipe est déjà chargée de l'enquête. Les conclusions seront communiquées une fois celle-ci terminée.
Selon le commissaire des prisons, aucun blessé grave n'est à déplorer. Également, titre de cette édition, sous les radars des experts internationaux, Maurice se prépare à une évaluation cruciale de son secteur financier prévu en 2027. Une mission du groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe, l'ESAMLAG, était chez nous cette semaine. Objectif, jauger les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce secteur pèse lourd dans l'économie mauricienne. Point saillant, plus de 2/3 de la corporate tax proviennent du secteur. Sylvana Parimamon. Le groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe est plus connu sous l'acronyme ESAMLAG. Cette organisation intergouvernementale regroupe 21 pays. Elle œuvre au renforcement des cadres législatifs, institutionnels et opérationnels de ses membres en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La visite de ses membres à Maurice s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 3e évaluation de notre centre financier prévue pour 2027. Elle vise à éviter toute inscription sur la liste de surveillance du groupe d'action financière, organe chargé de suivre les juridictions présentant des faiblesses dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La ministre Jyoti Jitan rappelle l'importance stratégique du secteur des services financiers. Il est important que Maurice passe sa test-là et passe-les bien. Il y a 40 recommandations FATF qui nous est capable de complier with. Et parce que tu connais le secteur financier, c'est le premier pilier de notre économie. Il y a même presque 14% de contribution dans le GDP. C'est le secteur qui amène la grande majorité de nos corporate tax, 68% de nos corporate tax sortis dans ce secteur-là. 34% de PIA sortis dans ce secteur-là. La délégation des ESAMLAG a rencontré des responsables d'institutions publiques telles que la Banque de Maurice, la Financial Intelligence Unit et la Financial Services Commission, ainsi que la société civile. I'm very confident that Mauritius still has those systems in place. Je suis confiante que Maurice dispose toujours des systèmes nécessaires pour se préparer pour la prochaine évaluation. Nous voyons aussi en action un engagement politique de haut niveau. Maurice, pour nous, c'est ce cas d'école que nous voulons utiliser pour démontrer que nous pouvons faire mieux dans cette région. L'intégrité du système financier mauricien et sa conformité aux normes internationales sont indispensables pour instaurer la confiance et préserver la réputation du pays dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Tout à fait autre chose à présent. Cette nouvelle loi française interdisant le démarchage téléphonique non consenti oblige le centre d'appel à renoncer à ce segment qui consiste à appeler quelqu'un pour l'inciter à acheter un produit. Dès l'année prochaine, les téléconseillers ne seront plus autorisés à effectuer ces appels, jugés intempestifs par les Français. Anisha Madaya. Dans ce centre d'appel situé à Moka, les employés contactent principalement des entreprises en France, mais environ 25% des appels sont encore dirigés vers des particuliers. Consciente des changements à venir, la compagnie s'est déjà engagée dans une stratégie d'adaptation. On a commencé à se préparer à ce type de changement depuis 2020, avec une première loi en France qui allait justement dans ce sens. Aujourd'hui, 25% de nos appels concernent des particuliers en France, mais la grande majorité des cas, ce sont des personnes qui ont clairement donné leur accord pour être recontactées en remplissant un formulaire sur Internet. Face à ce changement, la diversification des activités de l'entreprise devient essentielle. Depuis plusieurs années, nous développons des activités vers des entreprises B2B, mais aussi dans le domaine du service client, le support technique et l'assistance digitale. Un peu plus loin à Cuepip, ce centre d'appel qui emploie des Mauriciens comme des expatriés a déjà réorienté ses campagnes vers les professionnels ou les appels entrants. On n'est plus sur ce type d'activité. Petit à petit, on s'en est détaché pour ne faire que de l'appel vers les professionnels ou vers des particuliers, mais sur du lead, c'est-à-dire des gens qui ont accepté d'être recontactés. À Maurice,
L'externalisation qui a débuté avec les centres d'appel dans les années 2000 a depuis largement évolué pour inclure une gamme plus large de services. C'est un secteur qui a beaucoup évolué, surtout ces dernières années. Donc, quand on parle le secteur a démarré, disons, vers les années 2000. À l'époque, il y avait principalement des centres d'appel. Et aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On continue d'apprendre et on continue d'évoluer. Le secteur réagit d'une façon très agile aux changements qui s'opèrent dans le domaine. Alors que la France ferme la porte au démarchage téléphonique vers les particuliers, les centres d'appel mauriciens n'ont d'autre choix que de se réinventer pour rester compétitifs sur un marché en pleine mutation. L'actualité à l'étranger, en Algérie, une vague de chaleur exceptionnelle frappe plusieurs régions du pays, des températures extrêmes jusqu'à 46 degrés qui mettent à rude épreuve les populations les plus vulnérables. Face à l'urgence, les autorités multiplient les mesures pour tenter de limiter les risques sanitaires. Madvi Jagornat. Les habitants de plusieurs régions en Algérie se préparent ce week-end à des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Des températures pourraient atteindre 43 voire 46 degrés dans certaines régions. Dans cette province de Djelfa, ce phénomène de canicule intense s'accompagne d'un risque accru pour la santé. Les habitants se plaignent de maux de tête, difficile de travailler dans des conditions pareilles. Les professionnels de la santé appellent à la prudence. Les groupes vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, sont priés d'éviter toute exposition directe au soleil. L'ONG Red Crescent, de son côté, distribue des bouteilles d'eau car cette chaleur intense augmente les risques de déshydratation. L'Office national de la météorologie a également mis en garde contre des vents forts et des vagues dangereuses sur plusieurs côtes du pays ce week-end. Direction l'Antarctique où des scientifiques ont mené une mission hors norme, objectif forer jusqu'à 2800 mètres de profondeur pour extraire la glace la plus ancienne jamais étudier des fragments vieux d'1 million d'années qui pourraient livrer les secrets du climat passé et aider à mieux anticiper celui de demain. Cynthia Moutou. La glace la plus ancienne de l'Antarctique est arrivée à Cambridge, au Royaume-Uni. Les carottes de glace anciennes ont été récupérées à des profondeurs allant jusqu'à 2800 mètres. La glace sera lentement fondue, libérant de la poussière ancienne, des gaz et d'autres matériaux chimiques qui contiennent des informations sur les vents, la température et le niveau de la mer d'il y a 1 million d'années. Cette glace ancienne pourrait aussi donner des réponses aux cycles climatiques naturels de la Terre qui ont changé. Selon le docteur Liz Thomas, qui dirige les recherches sur ces carottes, la question de savoir pourquoi nous sommes passés d'un cycle de 40 000 ans à un cycle de 100 000 ans reste l'une des plus grandes questions du domaine scientifique. Ils espèrent découvrir ce qui a causé cette transition et si cela pourrait aider la manière dont on pourrait changer l'avenir. Selon les scientifiques, ce qui est emprisonné dans la glace ancienne pourrait aussi révéler à quel point le climat de la Terre est sensible aux changements induits par l'homme, comme l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone. Et puis en Islande, le célèbre spa du Blue Lagoon a été évacué en urgence durant la semaine. Une éruption volcanique a fait jaillir une coulée de lave de 2 km. Aucune infrastructure n'a été impactée. Le pays compte plus de 30 volcans actifs. Le récit de Nitusha Djir. Une traînée de lave brûlante de 2 km de long s'est écoulée d'un volcan islandais mercredi, forçant l'évacuation des touristes du spa géothermique de renommée internationale Blue Lagoon suite à une nouvelle éruption. Ainsi, les visiteurs du Blue Lagoon, l'une des destinations touristiques les plus célèbres d'Islande, et les habitants du village de pêcheurs de Grintavik ont reçu l'ordre d'évacuer la région. Cependant, la lave s'est écoulée vers une zone désertique d'environ 700 à 1000 mètres d'altitude, évitant toute infrastructure et ne constituant pas un danger immédiat selon les autorités.
L'Islande abrite 33 systèmes volcaniques actifs, plus que tout autre pays européen, et se trouve à l'endroit où 2 plaques tectoniques se rencontrent, ce qui rend la nation insulaire particulièrement vulnérable aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. Singapour face à une menace invisible. Une cyberattaque d'ampleur vise les secteurs névralgiques du pays, de l'énergie à la santé. Le gouvernement évoque un risque sérieux pour la sécurité nationale et pointe du doigt un groupe de cyberespionnage sophistiqué. Selvina Chadien-Sungili. L'entité qui menace les infrastructures du pays a été identifiée comme étant le UNC 3886, un groupe de cyberespionnage considéré comme étant hautement sophistiqué et doté de ressources importantes. Il aurait ciblé d'importantes organisations stratégiques à l'échelle mondiale, selon une entreprise de cybersécurité appartenant à Google. Cette attaque pourrait compromettre la sécurité nationale du pays, a déclaré le ministre de l'Intérieur singapourien, s'abstenant de divulguer davantage de détails à ce stade. Il a précisé que l'UNC 3886 déploie des outils avancés pour compromettre les systèmes et est capable d'échapper à la détection et de maintenir un accès permanent aux réseaux ciblés. La Cyber Security Agency du pays a déclaré surveiller tous les secteurs critiques comme l'énergie, l'eau, la banque et la finance, la santé, les transports, le gouvernement, l'information et les communications, les médias, ainsi que les services de sécurité et d'urgence. Retour sur le plan local. Longtemps fleuron de l'exportation mauricienne, l'Anthurium peine aujourd'hui à conserver sa place sur l'échiquier mondial. Face à des coûts élevés et une concurrence grandissante, seuls quelques producteurs tiennent encore bon. Vous le verrez parmi eux, Joe Dorasami, un passionné qui cultive ses fleurs depuis 3 décennies en Nouvelle-France et qui continue contre vents et marées à faire rayonner l'excellence florale de l'île au-delà des frontières. Voyons le reportage de Shrina Padou avec les commentaires de Rupeshna Ojuda. Cela fait 30 ans que Joe Dorasami s'est engagé dans l'univers des fleurs. Son entreprise d'exportation a résisté à l'épreuve du temps, contrairement à certains de ses pairs qui ont dû cesser leurs activités face aux nombreux défis auxquels ce commerce est confronté. Il est l'un des 8 exportateurs d'Anthurium toujours actifs dans le pays. Disons 15 ans de cela, il y en a beaucoup en Asie d'Anthurium qui ne ferment maintenant. Parce qu'ils ne peuvent pas retenir, parce que le coût est tellement cher, écoutez, et le main-d'œuvre est un gros problème, surtout pour les bagages. Ça nous servit pour développer ses racines. Ça est extrêmement cher et même pas payé. Sur 6 arpents, avec l'aide de ses 10 employés, il cultive une vingtaine de variétés d'Anthurium. En été, la meilleure saison pour la culture, il produit en moyenne 3600 fleurs. Face à la concurrence féroce des autres pays, il a opté pour la diversification et s'est détourné du marché européen traditionnel pour conquérir de nouveaux horizons. Il y a trop beaucoup de compétition de côté de l'Europe, le marché traditionnel. Là maintenant, nous avons besoin de côté Dubaï, la Réunion, la Sud-Afrique. Sud-Afrique, il y a un grand marché. Côté la Réunion, il y a une grande demande, même de côté Dubaï aussi. Pour lui, l'on ne transige pas avec la qualité. Des mesures sanitaires sont respectées dès la coupe des fleurs jusqu'à leur conditionnement pour l'exportation. Quand on finit de couper nos fleurs dans la chair, on apporte-les dans la salle d'emballage. Là maintenant, nous faisons le grading. Le grading, c'est nous besoin, c'est pour tout le fleur. Le large, le super, le moyen, le petit, le mini, c'est pareil. Et puis ça, on va faire lavage, finir de faire lavage. Et puis on va mettre sur la table pour faire mettre les plastiques pour empêcher les fleurs abîmer. Et ensuite, là, on va installer dans la pâte. Et peut-être le même jour qu'on va envoyer par avion. Une partie des fleurs produites par Nouvelle Florale est également destinée au marché local, notamment aux hôtels et aux fleuristes. Après tout, les fleurs n'en disent-elles pas beaucoup plus que les mots et les occasions ne manquent pas.
Rôti, dolpuri, friture, burger, à Maurice, la street food fait partie du quotidien rapide, bon marché, savoureux. Ils s'invitent à toutes les pauses, mais sous leurs allures appétissantes. Ces aliments cachent une réalité bien moins croustillante. Trop riches, trop fréquents, ils mettent en péril notre équilibre alimentaire. Cynthia Moutou. Au fil des années, de plus en plus de Mauriciens mangent hors de chez eux. Manque de temps pour certains, solution de facilité pour d'autres. Pour beaucoup, c'est une habitude quotidienne. Quand on a le temps, et que embouteillage dans le sud pour venir travailler pour lui, on doit trouver une interview tous les jours. Le matin, une interview embouteillage, tantôt une interview embouteillage. On va gagner le temps le matin pour préparer le breakfast. Alors une sortie pour se manger. Un plaisir. Madame coupe passer tout un petit manger apéro ou manger mais pas régulier et dans du monde oui parce qu'il se passe tout un travail tard et quand je venir je peux pas manger là aussi mais le choix est vaste avec des plats consommés sur place ou à emporter. Chaque prestataire a ses habitués. Moi je mange pain fourré tout ça là mais tous les jours nous avons même client moi je pas gagner le temps pour cuire moi j'ai la case je viens prendre avec nous. Tous les jours, les clients viennent acheter manger le matin, la journée. Peut-être je n'ai pas le temps de cuire, tout ça. Alors chez moi, on a beaucoup de variétés, carré, du riz blanc, biryani. Si consommer hors de chez soi est entré dans les mœurs de beaucoup de Mauriciens, manger trop souvent des fast-foods, soit des aliments très caloriques et peu nutritifs, peut nuire à la santé. La fréquence et la quantité qui nous prend, ils jouent un rôle dans la santé. C'est-à-dire, si une personne, la plupart du temps, il mange sainement, il fait son exercice physique et rarement il prend junk food, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il a une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il mange mal, il va faire l'exercice, il mange en dehors souvent, donc définitivement, il est néfaste pour la santé. Par exemple, un gâteau de l'huile, c'est qu'il frit dans de l'huile, et de l'huile qui nous peut réutiliser plusieurs fois, donc il a un mauvais impact sur la santé. Donc ça de l'huile là, il devient toxique à mesure qu'il frit donc il est décomposé, il est capable de causer un problème de santé tels que un problème cardiovasculaire et même certains types de cancer. Une consommation régulière de ces aliments rend donc presque impossible le bon respect de l'équilibre alimentaire et le maintien d'une bonne santé. Chiens abandonnés, refuges débordés à Maurice, la situation devient préoccupante. Chaque jour, des dizaines de chiens sont livrés à eux-mêmes. En l'absence de solutions durables, des citoyens se mobilisent pour leur venir en aide, tandis que les autorités reconnaissent être sous pression. Priyanka Eri. Chaque jour, plus de 10 chiens sont abandonnés à Maurice. Usha Oudit, militante pour la cause animale, a fait de sa maison un refuge improvisé. Elle héberge aujourd'hui plus de 130 chiens. Facilement, adulte les 10 avec ce chiot, tu es capable de 30 à 40, plus même. Parce que souvent, des fois, je t'abandonne une maman, soit je t'abandonne le bébé. Qui fait l'abandon, c'est quand je ne sais pas qui je peux faire aux autres animaux. Je ne stérilise les femelles à la maison. Là, quand femelle et bébé, je t'ai. Face à ce problème, la Mauritius Society for Animal Welfare reconnaît une pression croissante. Le directeur de la MSOR souligne que l'abandon des chiens demeure un problème réel et les capacités d'accueil dans les refuges sont largement dépassées. On a un chiffre de 2500 chiens depuis l'année 2022-2023 à ce jour. Les chiens qui ont enregistré microchip à la MSO qui nous picked up. Et ça m'a dit que nous allé au shelter et qui nous contacté les autres owners pour claim les chiens back. Et puis de cela, nous pas regagner ce même problème là avec le même chien. Nous pouvons plus strict la loi que Bandimoun pour bien prendre la responsabilité pour garder les chiens bien. Sans politique de stérilisation massive ni contrôle sur la possession d'animaux, les abandons continuent de mettre la pression sur le système. Dans le reste de l'actualité, c'est une petite route, mais un grand soulagement pour les habitants de résidence Antoinette à Midlands. Une nouvelle voie d'accès de 300 mètres vient d'y voir le jour, facilitant enfin la vie quotidienne des résidents. Un projet estimé à 7 millions de roupies. Farah Konaï.
C'est un rêve qui se concrétise pour les habitants de résidence Antoinette à Midlands. Ils ont aujourd'hui droit à une route d'accès reliant la route Coriolis à résidence Antoinette. C'est la compagnie General Construction qui a réalisé les travaux de construction de cette nouvelle voie longue de 300 mètres. Midlands, c'est une région bien pluvieuse et bien consolidée des bases, nous mettons pas de drainage et avec une mesure de sécurité, nous mettons pas de handrail. Et aussi, nous mettons ce road marking et nous mettons la lumière bout en bout de chemin là, de chaque fenêtre. Et des côtés jonction aussi, nous mettons la lumière. Pour les habitants de résidence Antoinette, la nouvelle route d'accès est une véritable bouffée d'oxygène. Là, en ce moment-là, j'ai 21 ans. Depuis mon demande, ce chemin-là. Je connais l'autre côté aussi, il y a un chemin. Ce chemin-là, bien petit. Aujourd'hui, je suis bien content, je suis dans la joie. Vas-y, moi. Toute ma famille qui reste dans ce chemin-là, tous ceux qui servent à ce chemin-là. Ce projet d'infrastructure routière va sans nul doute assurer la sécurité et le bien-être des habitants de ce quartier de Midlands. Amal Sitowol revient dans librairie avec Paradise Club et autres histoires, un recueil où l'ordinaire bascule dans l'étrange, où l'île Maurice devient le théâtre de récits plein d'humour, de lucidité et d'humanité. Un nouveau chapitre pour l'écrivain mauricien Candy Mangra. Amal Sitowol reprend sa plume et nous invite à plonger dans son dernier ouvrage, Paradise Club et autres histoires. Et ça, c'est mon 5e livre. Donc, mon papa aussi, tu peux écrire une chose cerise. Il y a beaucoup de livres dans la case et moi, j'ai une admiration pour ce qu'il appelle l'écriture. Dans sa recueil de nouvelles-là, il est écrit en 2014 et 2021. C'est une nouvelle qui est un petit peu satirique là, la société, surtout par exemple, où on a, dans plusieurs de nouvelles-là, où on a un dialogue un petit peu comique, un petit peu vif, disons, où montrer la montée, ce qu'on appelle une idéologie un peu comme un woke. Amal Sitowol n'est pas un inconnu de la scène littéraire. Depuis Histoire d'Ashok et d'autres personnages de moindre importance, premier roman remarqué par Jean-Marie Leclésio, jusqu'à Made in Mauritius, récompensé du prix des 5 continents de la francophonie, en passant par les voyages et aventures de Sanjay, explorateur mauricien des anciens mondes, il tisse roman après roman une cartographie singulière de l'île Maurice. Amal Sitowol poursuit son chemin d'auteur lucide et libre, fidèle à son style, celui d'un conteur des temps modernes qui sait voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Je vous le disais au sommaire, quand l'invisible devient une œuvre d'art, à Maurice, un artiste pas comme les autres sublime le monde marin à travers un microscope. Turvin Billard transforme cellules, coraux et micro-organismes en tableaux engagés. Et à Flic en Flac, il partage sa passion avec des enfants. Objectif, éveiller les regards et faire naître une conscience écologique. Asta Gobin Chitamon et Sylvana Parimamon. Turvin Billard s'est inspiré de sa fascination pour la science pour créer de l'art. Initialement centré sur l'impression et la croissance de cellules humaines, il explore aujourd'hui le monde marin, sublimant coraux et micro-organismes à travers ses créations microscopiques. À Flic en Flac, l'artiste propose une initiation artistique simple et directe permettant aux enfants de découvrir cet univers à travers le dessin et la peinture. Je n'ai pas trouvé que mes élèves servi la tendance de microscope et fait une fusion alors. Comme c'est le science suivante. De temps en temps, on fait une interaction de mes élèves et aussi mes petits-enfants qui trouvent dans la région ici pour promouvoir un petit peu ça microscopique art là. Donc ici nous commençons, ça fait bien basique comme forme de la nature. Aujourd'hui, à travers leurs dessins, ces enfants prennent conscience qu'ils peuvent agir pour la protection de l'océan. On dessine poisson, après on fait la peinture. Avec ça, on apprend comment get pas une autre perspective
faire un dessin depuis longtemps, un poisson ce jeune qui est bien ancien, qui personne pas faire là. Oui, je ne sais pas si c'est un affaire dans mais sinon mais pour une marque. Léa dit mon papa nager. Grâce aux expositions et formations au sein de son académie, il éveille les consciences à la protection durable de la biodiversité marine. Comme on a vu ça, cells qui trouvent à l'intérieur de l'écho, là on trouve une texture bien intéressante. Et là qu'on fait l'observation, les viennent vraiment tiny little things qui peuvent move around et ils créent une ambiance en lui-même. Et une harmonie des couleurs, une fusion des couleurs, et c'est là qu'on bousait de quitter une petite empreinte, une petite plate. Et là, moi, ce qui me fait, c'est servir ça une texture là, et là, je mets dans mon bain là. C'est une texture exacte de tout petit cells des animaux marins. Entre infiniment petit et grandeur nature, l'art microscopique proposé par Tevin dépasse la création visuelle. Il devient un outil précieux pour promouvoir le développement durable et sensibiliser les jeunes générations à la richesse et à la fragilité de l'océan. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Les prévisions pour Maurice, plutôt nuageux cette nuit et tôt demain matin avec des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard seront présentes dans certaines régions. La température minimale variera entre 15 et 21 degrés. Mi-couvert au cours de la journée avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. Température maximale entre 20 et 26 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte de des récifs avec houle du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en mer, de même que dans les lagons du sud et de l'est, sont déconseillées. À Rodrigue, période nuageuse cette nuit et tôt demain matin, avec des pluies intermittentes. Température minimale entre 18 et 21 degrés. Le temps sera essentiellement beau au cours de la journée, avec une température maximale variant entre 25 et 27 degrés. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h, avec des rafales de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons du sud et de l'est sont déconseillées. Et à Agalega, des averses passagères sont prévues durant la nuit. Température minimale environ 23 degrés. Le temps sera beau demain matin et des périodes nuageuses sont prévues dans l'après-midi avec des averses passagères. Température maximale environ 29 degrés. Vent du sud-est de 30 km/h et mer forte avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette page des sports en tir à l'arc. Nos archers ont comme cible prioritaire les championnats d'Afrique prévus en novembre prochain. Maurice, qui veut faire sentir sa présence et marquer les esprits, s'offre une préparation intensive au stade Germain Comarmont à Bambou. Parmi nos sélectionnés, Yoshvia Bissessar, médaillé d'or aux South Africa Nationals. Il vise une participation aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Faisons le point avec Koyal Sital.
Viser et tirer vers les sommets, les archers affûtent leurs flèches et leurs techniques en vue de décrocher leur qualification pour les prochaines compétitions majeures, dont les championnats d'Afrique prévus en novembre. L'objectif pour cette année-ci, c'est plus de travailler sur ma technique et aussi faire partie de national team, arriver à une distance élite de 70 mètres et se préparer pour les compétitions nationales, internationales, tout ça. Il y a plusieurs compétitions locales qui peuvent venir, surtout une 14-40 qui est longue distance. Et puis il y a une compétition en novembre pour le championnat d'Afrique. Donc là, moi, c'est faire mon maximum pour essayer de décrocher qualification pour rentrer dans la sélection mauricienne. De son côté, Yushvi Rebisesar, 15 ans et déjà médaillé d'or au South Africa Nationals en début d'année, intensifie sa préparation. Il nourrit l'ambition de représenter le pays l'an prochain aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Je m'entraîne comme toutes les personnes en bas de 18 ans ici pour avoir les meilleures performances possibles dans les compétitions nationales pour avoir une chance de décrocher la place, de pouvoir participer aux Youth Olympic Games 2026. Derrière ces athlètes, un encadrement solide. Le prochain objectif, c'est le championnat d'Afrique en novembre à Abidjan au Sénégal. Pour la sélection, nous pouvons faire après et je peux travailler dur pour être sélectionné. Et normalement, nous pouvons avoir au moins 3 par catégorie. La prochaine compétition au calendrier national pour les archers élites est prévue en août. En attendant que nos archers brillent sur la scène internationale, un autre fils du sol a fait la fierté de Maurice hier soir. Il s'agit du sprinter Orphée Topize. Il s'est adjugé le titre dans l'épreuve reine au championnat de France à venir en réalisant le 3e meilleur chrono mauricien de tous les temps, une performance de 10 secondes 24 chez les U23. C'est son record personnel sur la distance. La compétition s'est déroulée à Saint-Étienne. En golf, il y a cet autre rendez-vous qui consolidera davantage la place qu'occupe notre pays sur la carte golfique internationale. En plus, c'est une grande première pour l'océan Indien, la toute première édition de la MCB Ladies Classic Mauritius. Elle se tiendra début mai 2026 sur le parcours de Legion de Constance-Bellemare-Plage, un tournoi inscrit au très select Ladies European Tour. 120 golfeuses professionnelles de plus de 20 pays se disputeront les 400 000 € en jeu. Une compétition qui sera retransmise en direct dans plus de 100 pays. Parlons à présent de football féminin avec les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2025. Le Maroc et le Nigeria se sont qualifiés pour le dernier quart hier en éliminant respectivement le Mali et la Zambie. Le 3e quart de finale oppose en ce moment l'Algérie au Ghana. Un match que vous pouvez suivre en direct sur MBC Sport 11. Après un peu plus de 8 minutes de jeu, le score est actuellement de 0-0. Le coup d'envoi a été donné donc à 20h. L'équipe championne d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud, sera opposée, quant à elle, au Sénégal ce soir à 23h. Ce match passera également en direct sur MBC Sport 11. Et dans l'Euro féminin, l'Espagne, champion d'Europe et du monde en titre, s'est qualifiée pour les demi-finales en dominant la Suisse sur le score de 2-0. Le pays hôte quitte donc la compétition, non sans avoir fait douter l'Aurora pendant plus d'1 heure dans ce match disputé hier soir à Berne. Voyez ce compte-rendu de Benito Paris. L'Espagne à l'usure s'offre la Suisse et file en demi. Dans un quart de finale serré, les championnes du monde ont fait la différence en seconde période. Del Castillo et Pina ont inscrit les buts de la Aurora après l'heure de jeu. A noter que lors de cette rencontre, l'Espagne a raté 2 pénaltys. Dans le dernier carré de l'Euro féminin, l'Espagne affrontera le vainqueur de la rencontre entre la France et l'Allemagne. Ce classique du foot mondial sera au menu ce soir à 23h.
Le Tour de France à présent avec la 14e étape disputée sur environ 183 km entre Pau et Luchon-Subéa-Bagnères. Parti seul à environ 36 km de l'arrivée, le néerlandais Timen Arensman a remporté en solitaire la 14e étape de ce Tour de France 2025. Il s'agit du premier succès de sa carrière sur la grande boucle. Tadej Pogačar termine deuxième devant le Danois Jonas Vingegaard, vainqueur des 2 dernières étapes jeudi et vendredi, avec 4 succès au total sur ce Tour de France. Pogačar garde le maillot jaune de leader en récupérant quelques secondes de plus. Le Tour de France qui a vécu un coup de théâtre en ce samedi lors de cette 14e étape avec l'abandon de Remco Evenepoel. En MotoGP, le double champion du monde italien Francesco Bagnaia, en selle sur sa Ducati, a signé la pole position du Grand Prix de la République tchèque grâce à sa victoire en Q2 en ce samedi 19 juillet sur le circuit de Brno. Il signe la 25e pole de sa carrière, la première cette saison. Son coéquipier Marc Marquez et le Français Fabio Quartararo de Yamaha complètent la première ligne. La course aura lieu demain avec un départ prévu à 16h, heure de Maurice. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et très bonne soirée sur les chaînes de la MBC Télé.